Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse vous connecter et arriver rapidement. Bonjour et bienvenue donc à cette 9e édition des webinaires Parlons Savoir-faire, les rendez-vous de l'Institut national des métiers d'art à destination des professionnels des métiers d'art et des entreprises du patrimoine vivant. Alors un grand merci à vous de vous être inscrits et aux équipes de l'Institut national des métiers d'art d'avoir relayé cet événement depuis la France. Merci aussi infiniment à nos 3 intervenants exceptionnels pour leur présence. Je me présente rapidement, donc je suis Tessa Maslia, responsable marketing et développement pour l'Institut national des métiers d'art au Moyen-Orient. Je suis basée à Dubaï. Et aujourd'hui, on va passer entre 45 minutes et 1 heure ensemble pour aborder une thématique internationale qui est celle de l'export dans cette zone très attractive. Donc, à l'aide de nos 3 spécialistes, nous tenterons de répondre à la question suivante. Quelles sont les grandes différences entre la France et les Émirats arabes unis et quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on souhaite travailler avec ou aux Émirats arabes unis. Cette prise de parole commencera par l'intervention de maître Pierre-Yves Lucas, avocat au cabinet Bonnard Lawson et qui nous parlera des droits des affaires, suivi de l'intervention de Rafik Ounas, qui est attaché douanier à l'ambassade de France et qui abordera les 10 questions à se poser avant d'exporter dans cette zone, pour finir avec Jinan Kabara, conseillère régionale en propriété intellectuelle, à qui on souhaite également une bonne journée de la propriété intellectuelle, car c'est aujourd'hui la journée internationale de la propriété intellectuelle. Pour rappel, chaque intervenant aura environ 10 minutes pour vous présenter son domaine d'expertise, et à la suite de l'ensemble de ces présentations, vous aurez un temps d'échange pour poser vos questions. Et nous tenterons d'y répondre au mieux. Voilà, le replay sera disponible à la suite de cette session de webinaire. Et je laisse à présent la parole à maître Pierre-Yves Lucas. Maître, encore merci de participer à cet événement exceptionnel. La parole est à vous. Oui, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce webinaire. Je vais vous projeter tout de suite ma présentation de manière à ce que vous puissiez la suivre. Voilà, je pense que vous allez la voir très rapidement à l'écran. Donc, je suis Pierre-Yves Lucas, je suis avocat français et ce qu'on appelle legal consultant aux Émirats depuis, qu'est-ce que je veux dire, comment je fais pour descendre depuis 7 ans. Vous voyez bien sur votre écran la slide qui vient d'arriver? C'est parfait. D'accord, super. Donc ça, c'est juste une slide très rapide pour présenter les Émirats. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais les Émirats, c'est quand même une confédération de 7 États. Et ce n'est pas autant harmonisé que l'Union européenne, il faut le savoir. Donc, ce qui veut dire que sur le système légal et juridique, c'est un petit peu un casse-tête. Quand on fait 15 km, on traverse une toute petite frontière qu'on ne voit pas, on arrive dans un autre Émirat et ce n'est pas forcément la même chose. Pardon, une donnée importante, c'est qu'effectivement, l'anglais et l'arabe sont équivalents dans le monde des affaires, mais pas trop le français. Les Émirats, c'est clairement, avec tout le tapage médiatique qui en est fait aujourd'hui pour attirer de nouveaux investisseurs, des gens pour y aller vivre, pour y avoir un visa, pour acheter de l'immobilier, parce que bon, Dubaï, c'est vraiment une opération immobilière à tous azimuts. Il est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses pour que ce soit plutôt une réussite, que ce soit plutôt une vraie bonne idée de s'y installer ou plutôt éviter un fiasco. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, il y a véritablement des opportunités économiques. C'est vrai que les Émirats sont un croisement entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Très grosse stabilité politique aux Émirats. C'est assez exemplaire que des Arabes aient pu s'entendre pour faire une confédération qui a maintenant 50 ans. Tout est très, très moderne. Un système bancaire qui est bien établi, bien réglementé. Pour le moment, les banques commerciales ne sont que des banques locales, donc on peut imaginer ce que ça peut vouloir dire. Vous avez un vrai attrait fiscal, comme vous le savez bien. Et puis, d'autres points importants, une main-d'œuvre très bon marché et un excellent niveau de vie pour les expatriés. Pour moi, il y a 3 choses très importantes, effectivement, sécurité, tolérance. Il y a un ministère de la tolérance ici. C'est vrai que tout le monde est très souriant, très aidant avec tout le monde. Et il n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité. C'est un retour à des vertus qu'on aime bien. Et la propreté, c'est un pays qui est très neuf et qui est très bien entretenu.
la suite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, qu'on ne dit pas tout le temps, c'est qu'on a effectivement de bonnes conventions avec la France, c'est-à-dire pour éviter la double imposition et pour la protection des investissements. C'est quand même important. Ici, les gouvernements sont stables, ils sont aussi très agiles et très bien conseillés, si bien qu'ils peuvent réagir très très vite en sortant de nouvelles réglementations plutôt que de nouvelles lois. Et nous, on est un peu embêtés parce qu'effectivement, quand on nous pose des questions, la loi est sortie, le décret d'application pas vraiment, et on ne sait pas si on peut avoir accès au texte de la loi. Le système juridique aussi est très compliqué puisque c'est une fédération, il est très évolutif. Juste pour vous donner une idée, pour fêter le jubilé de la fédération, donc les 50 ans, ils ont issu 50 nouvelles lois quand même dans le pays sur les 18 derniers mois. Notamment 100% du capital peut-être maintenant détenu par des étrangers, mais vous devez aussi révéler qui est le bénéficiaire économique. Vous devez prouver que si vous gagnez de l'argent à Dubaï, c'est parce que vous travaillez à Dubaï et que vous générez une activité à Dubaï. Et ils viennent de mettre là en place une législation contre le money laundering, le blanchiment d'argent, qui est très, 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 très lourd. On en est à nos balbutiements, mais ça risque d'être quand même très, très sévère. Si je remonte ici sur le système juridique, compliqué, comme je vous disais, surtout pour les tangibles et les intangibles. C'est une culture, les Arabes ont la culture de reconnaître ce qui est tangible, ce qui existe, ce qui est matériel, tout ce qui est malheureusement propriété intellectuelle, ils ont du mal à l'assimiler et c'est que n'est que très lentement que la réglementation fait des progrès. Le système bancaire, oui, il existe, mais la relation est très compliquée puisque on s'attache, enfin, les interlocuteurs à la banque sont des Indiens et s'attachent plutôt aux détails qu'aux principes. Et aujourd'hui, d'ouvrir un compte en banque, c'est vraiment un vrai exercice sportif. Le système judiciaire est rapide, mais bon, avec des décisions un petit peu surprenantes. Pas d'impôt, mais évolution possible, effectivement. Ils viennent d'annoncer un petit impôt sur les sociétés à 9% dans le courant de l'année prochaine, ce qui est normal. Ça permet de se situer au niveau moyen des pays de l'OCDE. Et effectivement, un droit du travail qui est très, très souple, totalement copié sur le modèle français, plutôt à l'avantage de l'employeur. Et pour terminer, il faut bien comprendre une chose, c'est que la moindre implantation ici se finance upfront, c'est-à-dire se préfinance. Il n'y a pas d'impôt, mais vous payez effectivement les services administratifs. Votre cabis, vous devez le renouveler tous les ans, ce qui coûte environ 3 000 à 4 000 euros. Donc, vous avez continuellement des petits frais, des petites charges administratives comme ça que vous devez effectivement acquitter. Il n'y a pas d'impôt, mais effectivement, il faut payer le service public. Ça, ce sont un tableau sur les différents visas que l'on peut avoir. On pourrait y revenir éventuellement ultérieurement. Ce qui est intéressant pour vous, c'est certainement la première ligne qui montre que si vous créez une société, vous pouvez avoir un visa d'investisseur pour 3 ans. Si vous êtes salarié de l'entreprise que vous créez ou dans laquelle vous rentrez, vous pouvez avoir un visa de 2 ans. Tous les autres, ça vous montre un petit peu les différents visas qui sont disponibles. Alors, quelle stratégie d'approche, sachant que dans votre institut et pour les métiers de l'art, c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent, il n'y en a pas deux qui ont le même projet, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes finances, les mêmes attentes, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on se retrouve vraiment sur le système du civil law français, du droit civil français, pardon, où on peut faire une implantation contractuelle ou structurelle. Contractuelle, c'est que vous faites un contrat avec un agent ou un distributeur, ou un contrat de franchise, un contrat de licence, ou un accord de joint venture, un groupement d'entreprises. Ou alors, si c'est structurel, ça veut dire que vous implantez une structure qui est une société. Et là également, on se retrouve sur le schéma de la SARL française, de la John Stock et peut-être la SA, mais vous êtes surtout concerné par la SARL. Les SARL avec un conseil d'administration quand même. Les grosses questions qui se posaient, toujours un petit peu maintenant, mais auparavant, c'était de savoir si vous implantiez en mainland, c'est-à-dire sur le territoire, ou dans des zones qui s'appellent free zones, qui ne sont pas simplement attachées à des aéroports ou à des ports, mais dans la ville. Il y a une quarantaine de free zones maintenant dans les Émirats entre Abu Dhabi et Dubaï, qui sont à thème. Vous avez une free zone financière, vous avez une autre qui est pour la Media City, enfin vous avez toutes sortes de choses. Il n'y en a pas encore pour les métiers de l'art, et ça, il va falloir que vous soyez un petit peu influenceuse à ce niveau-là pour pouvoir éventuellement suggérer une vraie free zone pour les métiers de l'art. Alors, si on prend l'implantation contractuelle, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment très proche du système français. Vous prenez un agent, vous prenez un distributeur, tout ça, ça fait l'objet d'un contrat qu'on peut vraiment bien négocier.
et qu'il faut bien négocier sur tous les coins. Mais c'est exactement les mêmes problématiques que vous avez en France. Donc, vous allez sur un contrat d'agent ou un contrat de distribution en France ou un contrat de franchise, vous aurez exactement les mêmes réflexes ici. Bien sûr, maintenant, il peut y avoir des petits inconvénients si effectivement vous prenez bien soin de ne pas faire enregistrer le contrat, sinon vous vous retrouvez avec une exclusivité et des conditions de résiliation qui peuvent être onéreuses. Sur l'implantation structurelle, je vous le disais tout à l'heure, donc c'est toutes sortes de formes. Vous pouvez avoir une filiale, c'est-à-dire une participation à plus de 50% ici, ou une succursale, c'est-à-dire qu'elle est 100% vous-même, ce qu'on appelle la branche. Vous pouvez constituer bien sûr une société faîtière, une société holding. La plupart du temps, c'est plutôt sous la forme de société individuelle ou société commerciale. Il est bon de savoir que maintenant, vous pouvez détenir le capital social à 100%, qui est quand même une nouveauté depuis l'année dernière. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous n'êtes pas toujours dans le cadre d'être dans une société commerciale. Vous pouvez très bien être dans une sorte de société professionnelle si effectivement vous rendez un service qui est lié à l'art, l'entertainment ou des choses comme ça, ce qui vous permet d'être tout de suite 100% professionnel, vous-même, tout seul, sans aucun partenaire ni aucune contrainte. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir maîtriser. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque projet a sa spécificité. Et nous, les avocats, on ne part pas de votre projet pour savoir comment ça va se faire. On part de là où vous voulez arriver pour faire le chemin arrière, pour être sûr qu'on a bien tout compris. Vous avez bien tout compris, qu'on part avec les bons points de départ, les bons éléments. Et le bon budget, malheureusement, puisque tout est à payer upfront. Vous pouvez bien évidemment imaginer, comme beaucoup d'artistes le font maintenant, c'est qu'ils viennent effectivement s'installer à Dubaï pour produire à Dubaï. C'est-à-dire, ils n'importent pas leurs œuvres, ils payent des droits de douane et ensuite des agents et ainsi, ceci, cela. Donc, ils fabriquent dans des entrepôts ici, ils créent leurs œuvres, quitte à les vendre dans le pays, mais surtout pour les vendre à l'international et les vendre éventuellement en Europe. Et là, effectivement, il y a des grosses plus-values à réaliser, comme vous pouvez l'imaginer. Dernière chose, pour être dans les délais, alors comment choisir? Bien évidemment, il faut savoir si vous voulez plutôt mener une activité de service, d'encadrement, une activité de fabrication, de production. C'est des points importants. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin d'un entrepôt? Quelle taille? Est-ce que vous voulez faire de l'import, de l'export? Est-ce que vous voulez vraiment vendre localement? Est-ce que vous voulez un magasin? Est-ce que vous allez vendre online? La propriété intellectuelle, madame, je vous la laisse traiter, c'est vrai que c'est un aspect important. Le coût, la complexité de l'établissement, comme je vous disais tout à l'heure, il faut au moins prévoir un budget de 30 à 50 000 euros pour démarrer, pour prendre la licence, prendre des bureaux, parce qu'il est obligé d'avoir des bureaux, pour prendre un appartement, avoir une voiture, etc. etc. Quelles sont les autres considérations? Il faut savoir qu'on peut venir à Dubaï pour faire du business ou des affaires à Dubaï ou à partir de Dubaï, puisque par définition, les Émirats, c'est vraiment un gros hub, comme on dit, c'est-à-dire un carrefour des affaires qui irradie dans toute la zone. Et ça, c'est très, très vrai. Ils sont très, très équipés pour ça. En termes de perspective, les accords d'Abraham, les Émirats seront les premiers à signer avec Israël. On devrait voir le Qatar et l'Arabie signer plus tard, mais ça veut dire quand même qu'on voit aujourd'hui des Israéliens qui viennent à Dubaï pour d'investissements immobiliers ou dans des startups de fintech. On espère aussi une normalisation avec l'Iran, qui est un très, très, très gros marché. Historiquement, les Émirats ont toujours commercé avec l'Iran. On peut aussi imaginer d'autres considérations comme le cash pooling. Le cash pooling, ça permet de faire un peu une sorte de petit trésor de guerre ici pour assurer des développements dans d'autres pays ou localement ici, ou pour permettre d'autres déploiements, d'autres implantations. Et on peut aussi imaginer des considérations comme de concentrer la gestion des franchises, par exemple, ici sur les Émirats, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'incentives, donc d'intérêts pour ce faire. Voilà, je pense que je suis totalement dans les délais. Vous pourrez bien évidemment me poser toutes vos questions, j'aurai beaucoup de plaisir à répondre. C'est une présentation qui est extrêmement générale, extrêmement rapide, que j'ai beaucoup faite pour les délégations d'hommes d'affaires qui sont venus pour Expo 20, la fameuse exposition universelle à Dubaï. Et c'est vrai que à partir de là, ça suscite pas mal de réflexions. Mon point final est de dire, franchement, si vous avez un projet, il faut en parler. Il faut en parler avec des gens qui peuvent vous donner un avis honnête
un avis honnête par rapport à vos besoins et non pas d'écouter tous les chants de sirène que vous pouvez avoir et qui vous feront faire une société en même pas 48 heures. Vous dites, je parle bien, j'ai ma société. Et c'est là que les problèmes commencent parce que si vous êtes trompé dans votre projet, si vous êtes trompé dans votre implantation, si vous êtes trompé avec votre partenaire, si vous êtes trompé avec votre agent, si vous êtes trompé avec tout ça, là, c'est un fiasco. Voilà, je passe la parole, en réalité. Merci infiniment, Maître, pour tous ces précieux conseils que l'on retiendra et on pensera à réfléchir également à une free zone de métier d'art peut-être ou de savoir-faire, qui sait. En tout cas, on va passer la parole donc à Rafig Ounat pour la partie droit des douanes. Rafig, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Tessa et merci Maître pour cette présentation qui était très instructive et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc je suis Rafig Ounat, l'attaché douanier régional à l'ambassade qui est compétent pour 4 pays aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Inde et le Liban. Donc, vous devez vous demander pourquoi cette disparité. Tout simplement puisque la douane française aujourd'hui travaille sur des flux et que naturellement, nous sommes positionnés sur des flux qui sont tournés vers l'Europe. Et naturellement, nous sommes installés ici il y a 10 ans. Aujourd'hui, souhaitons nous rester dans la pérennité, nous inscrire dans la pérennité et continuer à étendre notre zone de compétences. Donc, mes missions sont simples. Donc, c'est à la fois la lutte contre la fraude, la coopération avec les autorités locales, mais surtout le soutien à l'export des sociétés françaises qui souhaitent exporter aux Émirats, mais également en Égypte, au Liban et en Inde, et leur faciliter leur démarche, donc, dans leur recherche, notamment sur la réglementation douanière. Donc, on fait généralement des conseils de premier niveau. On ne se substitue pas à un cabinet de conseil qui a beaucoup plus de technicité et qui a les ressources également pour conseiller de manière durable et de manière précise les opérateurs qui souhaitent exporter. Mais on essaye, dans la mesure du possible, d'orienter les sociétés et également de les aider lorsqu'il y a un problème douanier complexe. Donc, on facilite généralement on va dire la solution à un problème douanier déterminé en parlant aux autorités locales. Généralement, on essaie de trouver le bon contact. Donc, si aujourd'hui je suis présent avec vous, c'est pour parler des questions que vous devez poser aujourd'hui à l'export. Si vous souhaitez aujourd'hui exporter aux Émirats Arabes Unis, il y a un certain nombre de questions à se poser. La matière douanière est une matière qui est assez complexe, puisqu'elle demande quand même une certaine technicité, une certaine expertise. Et elle est malheureusement pas connue de tous. Généralement, le douanier, c'est la personne qui nous arrête à l'aéroport. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, les missions douanières sont essentiellement tournées, en sus de la lutte contre la fraude, vers le soutien des sociétés à l'export. Donc, sans transition, la première question que vous devez vous poser si vous souhaitez exporter aux Émirats Arabes Unis, c'est avant tout de savoir quelle est l'autorité qui sera en charge de dédouaner vos marchandises, en tout cas d'imposer vos marchandises. Et aujourd'hui, aux Émirats Arabes Unis, il y a une autorité fédérale qui coordonne les entités locales. Donc, c'est les entités locales aujourd'hui auxquelles il faut présenter vos marchandises. La plus connue aujourd'hui est Dubai Customs, donc la douane de Dubaï, qui est extrêmement active pour faciliter le commerce extérieur et le dédouanement sur ses plateformes aéroportuaires et portuaires. La principale étant le port de Jebel Ali, qui est aujourd'hui le port le plus important de la zone, en tout cas la zone moyen-orientale. Donc, il y a certains produits qui sont restreints. Il est bien entendu recommandé de se rapprocher des autorités compétentes, puisque par exemple à Sharjah, il y a des plus grandes restrictions, notamment à l'import, que dans d'autres Émirats. Mais globalement, tout est très clair et toutes les informations sont accessibles sur le site internet de ces organes. Ne vous inquiétez pas, un document vous sera transmis avec toutes les questions et bien entendu les réponses à la fin de ma présentation. Donc, la deuxième question qu'il faut se poser est de savoir s'il y a un accord commercial avec les Émirats Arabes Unis, en tout cas entre l'Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, qui sont deux unions douanières. À ce jour, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'accord de partenariat économique, notamment avec le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, ni même avec les Émirats arabes unis. Par contre, les échanges commerciaux entre la France et les Émirats arabes unis sont régis par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, 94 et suivant. Donc, à ce niveau, pas d'accord de libre-échange. Peut-être qu'un jour, il y aura des négociations qui reviendront au goût du jour, mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous donner une date précise, puisque ça se décide au niveau de l'Union européenne et du CCEAG. Mais, et je vais y venir, généralement, les droits de douane sont assez faibles aux Émirats arabes unis pour la plupart des commodités qui sont importées. La troisième question que je souhaiterais souligner aujourd'hui, c'est de savoir comment fonctionne la nomenclature douanière, puisque je ne connais pas le niveau de connaissance de nos auditeurs aujourd'hui, mais je doute que la nomenclature douanière est une notion qui n'est pas forcément courante pour tout le monde. Donc la nomenclature douanière, c'est tout simplement le code qui est applicable à vos marchandises lorsque vous importez ou vous exportez. Donc c'est une codification qui a été mise en place par l'Organisation mondiale des douanes. C'est ce qu'on appelle le fameux code SH. De désignation. Donc, les 6 premiers chiffres de la nomenclature de ces marchandises correspondent généralement à un identificateur commun à tous les pays qui utilisent ce fameux code SH. Et il y a 2 chiffres supplémentaires qui sont propres aux Émirats arabes unis et qui vont servir à établir le taux de droit de douane applicable. Et bien entendu, il est aussi utilisé à des fins statistiques. Donc, il est impératif pour tout exportateur de connaître cette nomenclature, de se renseigner auprès des autorités. Donc, il existe un tarif extérieur commun du CCEAG, du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, de cette union douanière, qui a été mis à jour d'ailleurs très récemment, et qui reprend toutes ces nomenclatures douanières avec le tarif applicable. Ce qui nous mène à notre 4e question, qui est de savoir comment connaître avec certitude les droits de douane et autres taxes applicables. Donc, généralement, lorsqu'on importe et on exporte, on a toujours du mal à déterminer ce qu'on va payer à la fin. Est-ce qu'il y aura des taxes supplémentaires pour nos produits? Est-ce qu'on est dans un pays qui est plutôt protectionniste et qui a des barrières tarifaires qui sont assez prohibitives? Il existe certains pays qui ont des droits de douane élevés sur certains produits pour protéger leurs industries locales, ou tout simplement pour éviter que certains produits ne soient consommés dans leur pays, pour des raisons culturelles ou autres. Mais les barrières tarifaires sont extrêmement réduites aux Émirats arabes unis. On a à peu près un taux ad valorem 3,7% en moyenne. Donc le taux standard qui est appliqué par l'Union douanière du CCAG est à peu près fixé à 5%. Il passe à 100% pour certains produits, comme l'alcool ou les cigarettes. Donc ça, c'est très, très important de le savoir. Ce sont des produits qui sont fortement taxés aux Émirats arabes unis, qui le sont aussi en France. Ce sont des produits qui sont soumis à droits indirects, aux droits d'accise, dont la douane perçoit ces taxes. Et il faut savoir que aujourd'hui, l'alcool et les cigarettes sont des produits qui ont vu leur taxation augmenter début 2019. Dans tous les cas, il conviendra, peu importe le produit que vous importerez, il conviendra de déterminer le classement tarifaire dont j'ai fait état. Et tout est disponible en ligne. Donc, nous vous transmettrons les liens pour que vous puissiez classer vos marchandises, même si nous vous conseillons fortement de passer par un professionnel du dédouanement pour ce type de classification, puisque toute erreur vous sera opposable auprès de l'administration des douanes. Faut à cela ajouter une taxe qui est très connue en France, mais qui était très peu connue avant 2018. C'est la TVA qui est applicable sur la majorité des produits importés. Donc la TVA, ici, elle n'est pas de 20%, il n'y a pas de taux réduit. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas à l'import. Donc elle est de 5%. Peut-être qu'elle sera amenée à évoluer. La fiscalité aux Émirats arabes unis est quand même assez favorable. Et les taux sont quand même assez réduits, même si aujourd'hui on tend vers de plus en plus de taxation, comme Maître Lucas l'a bien précisé.
Aujourd'hui, on est plutôt dans un système où il y a un certain nombre de frais administratifs qu'il faut payer, à défaut d'avoir une fiscalité aussi fournie que celle qu'on a en Europe. Mais on tend de plus en plus vers plus d'imposition. Cela dit, nous restons toujours dans un pays qui reste très attractif en matière de fiscalité. Donc la cinquième question que nous pouvons nous poser est de savoir quelle est l'entité qui peut dédouaner nos marchandises. Donc, pour pouvoir dédouaner une marchandise aux Émirats Arabes Unis, lorsque vous exportez depuis la France, généralement, vous passez pour un transitaire ou un commissionnaire en douane. La particularité de ces professionnels du dédouanement, c'est qu'ils sont enregistrés auprès de la douane. Donc, la première obligation, c'est de s'enregistrer auprès de la douane, ouvrir un compte auprès des douanes locales pour pouvoir faire des opérations douanières. Donc, il existe des courtiers, une liste malheureusement qui n'a pas encore été mise à jour par les autorités locales, qui reste assez fidèle, qui cartographie tous les courtiers en douane aux Émirats Arabes Unis, et elle est disponible sur le site de la douane de Dubaï. Douane de Dubaï qui, je le rappelle encore une fois, est très active afin de promouvoir les opérations d'importation et d'exportation et de réexportation sur ces plateformes et ces zones franches. La sixième question qu'il faut se poser, c'est de savoir également, je ne sais pas si vous êtes au fait de cela, du marquage de l'origine sur vos produits. Donc l'origine, très rapidement, qui se distingue de la provenance, c'est vraiment la nationalité de votre marchandise. Donc elle est définie par plusieurs critères qui sont établis notamment par l'Organisation mondiale des douanes pour l'origine non préférentielle et l'Organisation mondiale du commerce, mais également pour l'origine préférentielle sur la base de certains accords commerciaux. Donc, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe exige que le pays d'origine soit clairement indiqué en arabe sur certaines marchandises, notamment alimentaires. Donc, si vous voulez plus d'éléments sur cette réglementation, je vous invite en premier lieu à vous rendre sur le site de l'Organisation de la standardisation du Golfe, qui est la GSO, qui est basée en Arabie Saoudite, et aussi sur le site de l'ESMA, dont je vais parler sous peu. La septième question que vous devez vous poser lorsque vous importez, c'est de savoir si votre produit est soumis à des normes émiriennes. Donc, avant d'exporter aux Émirats, il sera impératif pour vous de vérifier un certain nombre d'obligations, qui ne sont pas forcément des obligations douanières, mais des obligations de tout type, notamment de normes, si elles respectent les normes des Émirats Arabes Unis. Et ces normes sont consignées au sein de l'autorité de la normalisation et de la métrologie, qui est l'ESMA. Donc, ils ont un service qui vous permettra de répondre rapidement et également de classer vos marchandises. Je vous transmettrai bien entendu le site sur le document iDouane. Donc, je crois qu'il me reste à peu près 3 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Il faudra également vous poser des questions sur les exigences autres que douanières et autres que réglementaires, qui sont des exigences d'ordre de tout type qui peuvent être imposées par d'autres autorités. Donc, elles concernent avant tout les biens qui sont importés et qui sont restreints à l'importation. Je pense notamment au matériel militaire, dont il faudra certaines autorisations, les appareils téléphoniques ou les transmetteurs audio et de domotique qui sont soumis à certaines autorisations aussi de l'autorité des régulations et de la télécommunication. Les produits pharmaceutiques, bien entendu, qui sont soumis à l'autorisation du ministère de la Santé. Et pour vous, le contenu multimédia et imprimé qui sont soumis à certaines autorisations. Ça a changé récemment, donc c'est le ministère de la Culture. C'était avant le Media National Council, mais ça a changé très récemment. Et bien entendu, les produits alimentaires qui sont soumis à l'autorisation des municipalités, donc qui sont des autorités qui dépendent des Émirats fédérés. Enfin, qu'en est-il de la zone franche? Maître Lucas en a parlé. Il existe à peu près une quarantaine de zones franches aux Émirats Arabes Unis, de tout type, donc des zones franches plutôt fiscales, d'autres plutôt douanières. La principale étant, pour celle qui nous intéresse, celle de Jebel Ali, mais également de Cargo Village, qui est plutôt une zone franche aérienne,
aérienne, puisque c'est le vecteur aérien qui est à privilégier. Donc, dans la plupart des cas, vous ne serez redevable d'aucun droit de douane ou taxe si vos produits sont en transit dans ces zones franches. Mais si vous souhaitez les importer en ce qu'on appelle le mainland, donc sur le territoire douanier émirien, vous serez redevable des droits et taxes. Elles peuvent différer en fonction des produits, bien entendu, que vous importez. Certaines zones franches sont assujetties à la TVA, sont soumises à la TVA, d'autres ne le sont pas. Quoi qu'il arrive, il est important de se renseigner et je vous transmettrai tous les détails sur ces questions-là. Enfin, et ce sera la dernière question qui me permettra de conclure, je pense que la plupart d'entre vous qui souhaitent exporter aux Émirats Arabes Unis se sont peut-être déjà rendus aux Émirats Arabes Unis ou souhaitent s'y rendre, souhaitent présenter leurs produits à des autorités ou à des sociétés. Et dans ce cadre, ils souhaitent apporter des produits. Et il existe aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis des formalités qui vous permettent d'apporter en suspension de droits et taxes vos produits, moyennant bien entendu certaines garanties. Il y a des possibilités notamment de ramener des produits et de les exposer sur des foires ou des salons. Donc il existe la possibilité du régime de l'admission temporaire. Le carnet ATA, donc les Émirats Arabes Unis sont partis à la convention d'Istanbul. J'ai beaucoup de sociétés qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'ils pensaient qu'ils ne sont pas partis. Et je vous confirme qu'elles sont bien parties et qu'on a déjà eu des sociétés qui sont venues, des exposants avec un carnet ATA. Et il existe aussi la possibilité d'importer avec une réexportation dans un délai de 6 mois, bien entendu. Donc, ce sont des formalités qui sont des facilitations douanières et qui permettent à toute personne qui vient aux Émirats et qui souhaite réexporter sa marchandise sans l'importer stricto sensu, de pouvoir repartir avec leur marchandise sans problème. Donc, ce sera le mot de la fin pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à ma collègue Ginal, avec qui je travaille en étroite collaboration sur les thématiques de propriété intellectuelle et de lutte contre la contrefaçon. Merci. Merci beaucoup, Rafik. On retiendra donc que c'est très important d'identifier les acteurs compétents quand on arrive sur un nouveau territoire, quand on importe ses biens. Et Ginal, on vous laisse la parole pour la partie propriété intellectuelle. Bonjour à tous, merci Rafik. Effectivement, on travaille beaucoup avec Rafik sur les problématiques de contrefaçon et on était ce matin, on a participé à un événement sur la journée mondiale de la propriété intellectuelle où on a été tous les deux invités par les douanes de Dubaï à cette journée. Donc, juste rapidement pour me présenter, Jinan Kabara, je suis conseillère en propriété intellectuelle. Je couvre le Moyen-Orient, à savoir ces 12 pays dans ma zone de compétences, les 6 pays du coopération du Golfe, à savoir les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn et Oman, auxquels s'ajoutent Liban, Jordanie, Égypte, Irak, Iran et Yémen. Donc 12 pays. Je suis basée à l'ambassade à Abu Dhabi. Donc, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de parler de la propriété intellectuelle aux Émirats Arabes Unis. J'ai préparé une petite présentation que je compte partager avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Très bien. Merci. Parfait. Donc, la propriété intellectuelle aux Émirats Arabes Unis, vous travaillez tous dans des métiers de l'art, donc il y a de la créativité, de la création, et qui dit créativité dit propriété intellectuelle, droit d'auteur, peut-être dessin et modèle, droit des marques, et pourquoi pas, si c'est un processus innovant ou des matériaux innovants, brevet. Donc tous les titres de propriété intellectuelle peuvent être concernés. Aux Émirats Arabes Unis, le cadre juridique de la protection de l'API est
est correct, donc c'est conforme aux règles internationales. Donc on a un droit de la propriété intellectuelle qui couvre tous les titres, marques, dessins et modèles, brevets, droits d'auteur. Donc vraiment tous les titres de propriété intellectuelle sont couverts. Et cette loi, elle est en permanente amélioration, donc c'est pas tous les ans, mais régulièrement, cette loi est révisée et amendée, et la dernière révision remonte à 2021 avec une publication de la loi révisée sur les brevets et les dessins industriels qu'on appelle ici, mais en France on les appelle dessins et modèles, en mai 2021, et puis la publication de la loi révisée sur les marques et dessins et modèles en septembre 2021. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est un peu un frein dans cette zone, c'est le coût des procédures qui peuvent être comptées parmi les plus chères au monde. Il faut savoir que pour déposer une marque dans une seule classe de services, de produits ou de services, il faut compter 12 000 dirhams si on prend en compte les frais de mandataire. 12 000 dirhams, c'est 4 000 €, dont la moitié est pour l'office, ce qui est à peu près 10 fois, entre 7 et 10 fois plus cher que la France. Donc, on est parmi les tarifs les plus importants dans la région. Dans le monde, même pas dans la région. Et après, dans les autres pays du Golfe, on est sur des tarifs assez proches. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la défense des droits est complexe et parfois elle est laborieuse. Et un petit bémol sur lequel le gouvernement est en train de travailler, c'est les sanctions de la contrefaçon qui sont loin d'être dissuasives. Parfois, les titulaires de droits payent plus en frais, c'est pas parfois, c'est régulièrement, paye plus en frais de justice que les sanctions du contrefacteur. Donc, voici les grandes lignes. Je vais maintenant vous parler comment ça se passe, l'obtention des titres. Ce sont deux départements distincts du ministère de l'économie. Le département des marques et des droits d'auteur, où on peut déposer sa marque, enregistrer sa marque, où on peut aussi enregistrer un droit d'auteur. Et le département des brevets et des dessins et modèles, qui est le département dédié à ces deux titres. Cela peut se faire également en ligne. Je vais parler plus en détail dans les diapositives suivantes. Pour les actions administratives, Rafik a parlé des douanes, donc on peut faire une intervention douanière. Donc les douanes de chacun des Émirats, là c'est au niveau des Émirats, mais majoritairement ça sera les douanes de Dubaï qui seront concernées. Les derniers chiffres, je pense que 86% des marchandises qui rentrent aux Émirats passent par les douanes de Dubaï, donc on peut estimer que ce sont surtout les douanes de Dubaï qui sont concernées. Et puis, il y a des actions, si c'est sur le sol émirien, on peut déposer une demande d'intervention auprès du Department of Economic Development, qui sont les DED, qui existent dans chacun des Émirats. Et là aussi, ce sont des actions au niveau de chaque Émirat, c'est-à-dire au niveau local et pas au niveau fédéral. Et les DED peuvent mener des raids et infliger des sanctions allant jusqu'à la fermeture de certains magasins vendant de la contrefaçon. On peut aussi, bien sûr, mener des actions en justice, que ce soit en civil ou en pénal. Et ça peut être au niveau local, émirat par émirat, ou au niveau fédéral. En général, à Dubaï et à Abu Dhabi, les tribunaux ont assez d'effectifs et assez d'expertise, donc ça se fait au niveau local. Par contre, pour les autres émirats, c'est souvent transféré au niveau fédéral pour tout ce qui est action en contrefaçon. Passons maintenant aux grandes lignes de chacun des titres, les grandes différences ou spécificités des Émirats. Pour les marques, jusqu'à présent, on fait un dépôt classe par classe, c'est-à-dire on ne peut pas faire un dépôt pour plusieurs classes de produits et services. Normalement, cela devrait changer parce que les Émirats arabes unis ont modifié la loi. Par contre, comme l'a mentionné Maître Pierre-Yves, on attend les textes réglementaires, c'est-à-dire la loi a été modifiée. Normalement, elle est rentrée en vigueur, mais nous n'avons pas eu encore la publication des textes réglementaires pour savoir comment ça va se faire.
Donc, jusqu'à présent, ça a été classe par classe et on espère que maintenant, les dépôts multiclasses sont possibles. Il est impossible de déposer des marques pour des poissons alcooliques ou pour les viandes de porc. Donc, tout ce qui est contraire à la charia n'est pas accepté dans tous les titres de propriété intellectuelle. Donc, ce qui implique pour les marques, pas de boissons alcooliques, pas de viande de porc. Là, ça ne concerne pas beaucoup les métiers de l'art, mais pour savoir si on a une œuvre artistique dont, je ne sais pas, l'expression peut être contraire à la charia, il faut faire attention, ça ne sera pas accepté. Quand on n'est pas basé aux Émirats, il faut se faire représenter par un mandataire local. Donc, si on est basé aux Émirats, il n'y a aucun souci, on peut déposer directement auprès du ministère de l'économie. Il est possible de déposer une marque via le système de Madrid. Ça, c'est tout récent. Les Émirats arabes unis ont adhéré au protocole de Madrid en décembre dernier et c'est entré en vigueur en janvier. Donc, si on fait un dépôt de marque internationale à l'Organisation mondiale de l'API, on peut désormais désigner les Émirats arabes unis. Pour les brevets, je vais aller plus loin. Je pense que c'est le titre qui va vous intéresser le plus. Mais il faut savoir qu'on peut déposer directement auprès de l'office émirien ou passer par une demande internationale de brevet qu'on appelle PCT, Patent Cooperation Treaty. On dépose auprès de l'Organisation mondiale de l'API et on désigne les Émirats. Pareil, il est impossible d'avoir un brevet dont l'application est contraire à la charia. Si on n'est pas basé ici, il faut avoir un mandataire, donc c'est la même règle. Pour les dessins et modèles, donc la durée de la protection est différente par rapport à la France. On a une protection de 5 ans, renouvelable une seule fois, donc pour une durée maximale de 10 ans. En France, ça peut atteindre 25 ans, donc on n'est pas sur les mêmes durées. Bien sûr, les dessins et modèles, c'est pour couvrir, ça concerne l'apparence spécifique et il faut aussi ce qu'on cherche à protéger qui soit nouveau, utilisé dans l'industrie ou l'artisanat. On peut que déposer aux Émirats. Les Émirats arabes unis ne sont pas adhérents au système de la Haye, donc on peut pas désigner les Émirats dans une demande internationale. Il est obligatoire de passer par l'office local, par le département des brevets et des dessins et modèles. Ici, j'attire votre attention que ce titre est très peu utilisé et surtout peu connu aux Émirats arabes unis. Souvent, je vois les titulaires de droit contourner ce titre en utilisant une marque tridimensionnelle au lieu d'utiliser les dessins et modèles pour la simple et unique raison que c'est un droit qui est très peu connu et les autorités locales ont beaucoup plus l'habitude d'agir en vertu d'un droit de marque que d'un dessin et modèle. Donc voilà, il faut faire très attention. On a moins de 100 dépôts par an aux Émirats arabes unis, ce qui en témoigne de le peu d'utilisation de ce titre. Pour le droit d'auteur, c'est comme en France, bon, ça couvre les œuvres de l'esprit, ça peut couvrir les œuvres littéraires et artistiques. La différence, c'est que la protection, elle est uniquement jusqu'à 50 ans après le décès de l'auteur. Donc, en France, c'est 70 ans, ici, c'est 50 ans. Et les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles. Ici, le ministère de l'économie dispose d'un registre de droits d'auteur où on peut faire enregistrer son droit d'auteur. Donc, c'est le seul titre que je dirais n'est pas coûteux, c'est aux alentours de 200 dirhams, ce qui est l'équivalent de 50 € pour enregistrer son droit. Et j'invite vraiment vivement ceux qui ont des droits d'auteur à protéger de le faire, parce que s'il faut agir, c'est une preuve c'est la preuve de l'ownership, de la propriété de ce droit d'auteur. Les sociétés de gestion collective, on a vu la naissance de la première société de gestion collective en mars 2021. C'est uniquement dans la reprographie. Les autres droits d'auteur, on n'a pas pour le moment de société de gestion collective comme la SACEM ou les autres. Donc, pour le moment, la collection se fait très difficilement. Mais c'est un sujet qui est d'actualité et sur lequel on échange avec le ministère de l'économie.
Et je vais clôturer par la dernière diapositive. Je pense que je suis dans les temps. Donc, comme je l'ai dit, les principales problématiques, c'est les coûts élevés des procédures. L'incertitude des issues des actions en contrefaçon, c'est ce que a dit Maître Pierre-Yves dans sa présentation. Donc, on ne sait pas ce que ça donne. La jurisprudence n'est pas très constante par manque un peu de cas et de jurisprudence. Donc, mais ce qui est bien, c'est que les Émirats sont en train de travailler sur la spécialisation, de créer un groupe de magistrats spécialisés en pays. Il s'agit de 18 magistrats qui sont en train de former pour traiter les affaires de contrefaçon et tout ce qui est afférent à la propriété intellectuelle. Donc, la contrefaçon, je ne vais pas revenir dessus. Rafik a parlé un peu de la partie douanière. Donc, on a des problématiques de contrefaçon, surtout dans le domaine du luxe, mais pas que. Vraiment dans tous les domaines qu'on peut imaginer, que ce soit sur le territoire ou en transit. On a un peu la problématique des zones franches où on ne sait pas, c'est pour nous comme une boîte noire, donc on ne sait pas beaucoup ce qui se passe, mais il y a un peu de progrès. On sait qu'au DIFC, on a vu naître en 2020 la première loi de propriété intellectuelle et les premiers tribunaux de propriété intellectuelle au sein de la DIFC. Maître Pierre-Yves aussi a parlé des distributeurs. Il faut faire très attention aux distributeurs exclusifs parce que c'est un mariage très complexe. Le divorce est encore plus complexe. Donc, il faut faire très attention dans le choix du distributeur et le type de contrat de distribution. Et nous rencontrons aussi des problématiques d'importation parallèle, surtout sur le e-commerce. Et je vais clôturer par du positif. Comme je vous ai dit, les modifications législatives sont régulières pour adresser les problématiques. La propriété intellectuelle commence à devenir une véritable priorité, surtout avec l'investissement de l'État émirien dans les technologies de pointe et l'espoir de grimper dans le Global Innovation Index et devenir des exportateurs de la propriété intellectuelle. Donc, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs et à devenir une priorité. Et comme je l'ai dit, c'est que pour la partie judiciaire, la mise en place d'un comité de magistrats spécialisés pourrait peut-être amener à une jurisprudence plus constante et à des issues un peu plus certaines des affaires en contrefaçon, des actions en contrefaçon. Je vous remercie. Je suis vraiment allée à l'essentiel pour vous donner les vraiment très grandes lignes de la propriété intellectuelle et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jinan, et merci à tous les trois d'avoir partagé votre expertise et d'avoir respecté le temps imparti. On a eu quelques questions pendant vos interventions respectives. Alors, on va faire monter ma collègue Axel Legros, chargée des projets du pôle Business Expertise de l'Institut national des métiers d'art et qui travaille directement avec moi sur ces problématiques internationales pour poser ces questions qui ont été soumises dans le chat. Elle devrait nous rejoindre rapidement. Sinon, du temps qu'elle se connecte, je vais peut-être vous poser une des questions qui a été soulevée dans le chat. Alors, on me demande si... ah voilà, Axel est avec nous. Bonjour Axel. Alors, en revanche, on a perdu Jinan. Bon, peut-être qu'elle reviendra en cours de route. En tout cas, Axel, je laisse la main pour les questions qui ont été posées. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, super. Alors effectivement, on a eu plusieurs questions qui ont été posées. Il y en avait une première qui était, je pense, plutôt pour Jinan, qui était une question sur les délais en fait d'obtention justement des brevets, à savoir, on sait que ça peut jouer beaucoup sur le développement d'une entreprise. Effectivement, d'avoir une notion, est-ce que ça peut se compter en semaines, en mois? Non, c'est l'obtention des brevets, même en France, c'est une procédure longue parce qu'il y a le secret qui est gardé, le temps de faire les recherches d'antériorité. Normalement, dans la majorité des pays du monde, la première publication d'une demande de brevet a lieu à 18 mois.
suivi d'un délai en France d'observation de tiers de 3 mois. Une fois ce délai écoulé, on peut examiner la délivrance du titre. Donc, en France, c'est en moyenne 2 ans. Et demi même pour obtenir un titre un brevet. Ici, c'est beaucoup plus long malheureusement. C'est une véritable problématique. On est dans au moins 5 ans et ça peut atteindre 8 ans pour l'obtention du brevet. Et ce qui est aussi problématique, c'est qu'il n'y a pas de publication à 18 mois. Donc, on ne sait pas ce qui est déposé. Ici, la publication se fait à la délivrance. Donc, on ne peut pas avoir une idée de l'antériorité qui peut nous être opposée, de ce qui est vraiment déposé ici. C'est une véritable problématique, effectivement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jinan. Il y avait une deuxième question qui concernait le système en fait de l'enveloppe solo qu'on peut avoir en France. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aux Émirats? Non, malheureusement, ça ne se fait pas. On essaye de leur vendre ça, j'avoue. C'est parce que je travaille parmi mes actions. Juste rapidement, moi, j'ai un volet coopération avec les autorités locales et un volet soutien aux entreprises. Et parmi les axes de coopération avec les autorités locales, on n'arrête pas de leur parler de cette enveloppe solo. Mais par contre, il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a mis en place un dispositif qui peut être utilisé dans le monde entier qui est un peu semblable à l'enveloppe solo. Peut-être j'enverrai à Tessa le lien vers cet outil. Mais la solution, c'est aussi avec un notaire, un acte notarial pour marquer la date. À telle date, on avait tel contenu, on était en connaissance, on est arrivé à ce stade de développement. Mais pas d'enveloppe solo. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, les autres questions portent peut-être un petit peu moins sur la propriété intellectuelle. Je prends comme elles sont arrivées. Donc, comme ça on va pouvoir avoir les interventions en tout cas de plusieurs d'entre vous. Et on avait une question en fait qui était par rapport aux matières spéciales. On sait que nous, parmi les métiers d'art, on va avoir des personnes qui vont travailler par exemple le crocodile ou le galucha ou autre. On voulait savoir si au niveau donc du coup de l'entrée dans le pays, il y avait des démarches spécifiques à faire pour ces peaux d'animaux ou autres matières qui pourraient sortir un peu de l'ordinaire. Alors, je vais tenter de répondre à ces questions. Ça dépend véritablement du produit qui est importé. Si, par exemple, ce sont des espèces qui sont protégées, il faudra un certificat CITES, Convention de Washington, qu'il faudra présenter aux autorités locales. Et aussi, certains produits qui sont sans certificat, il y aura forcément une mesure de saisie en attendant d'avoir un certificat. Donc oui, il faut vraiment bien vérifier que les produits qui sont traités ou qui sont manipulés ne font pas l'objet d'une obligation de certificat CITES. Convention de Washington, 1973. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Il y avait une autre question qui rejoignait un petit peu celle-ci en termes on va dire, de produits un petit peu particuliers. Pour le pays, Jinan, vous en avez parlé en fait de la charia, du fait que ce soit un pays musulman. Nous, on a beaucoup d'entreprises EPV qui sont certaines qui sont des entreprises de champagne ou de spiritueux. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? On a compris qu'au niveau propriété intellectuelle, c'était compliqué. Ils peuvent enregistrer, mais ça ne va pas être dans la bonne case. C'est-à-dire, ça va être soda. On a le cas, on contourne un peu parce que on peut vendre aussi des spiritueux aux Émirats, mais on n'a pas le droit de les enregistrer dans cette case. On peut les enregistrer comme des sodas. Très bien. Bon, parfait. On leur dira. Je ne suis pas sûre que ça leur fasse plaisir. Je ne vous cache pas. Non, mais on est d'accord. Mais c'est la seule solution pour pouvoir avoir un droit sur le territoire émirien. D'accord. Et au niveau de l'importation en tant que telle, il n'y a pas d'autres barrières du fait qu'il y ait de l'alcool
Non, par contre, je ne sais pas, Rafik pourrait dire, c'est il en a parlé même, c'est les douanes, c'est parmi les plus élevés. Hein. D'accord. Pour les spiritueux, oui, ce sont des marchandises qui sont fortement taxées et il faut des ça. autorisations spécifiques. Alors, pour l'alcool, par exemple, il faut une autorisation de la police de Dubaï pour l'importation de produits. Donc, il y a certains importateurs qui sont très bien identifiés, qui ont des licences. Et il peut y avoir aussi des taxes municipales pour la consommation, notamment à Dubaï, qui sont perçues par les municipalités. D'accord, parfait. On vient d'avoir une nouvelle question qui est pour vous, Jinan, encore. Vous avez évoqué effectivement de manière très brève le e-commerce en disant que c'était un petit peu compliqué. On a une personne qui aimerait que vous puissiez nous en dire peut-être un tout petit peu plus sur les quelques contraintes. Alors, sur le e-commerce, certaines entreprises françaises m'ont fait part de problématiques d'importation parallèle. C'est-à-dire, c'est des vrais, je pense tout le monde sait ce que c'est des produits qui sont originaux, mais qui ne sont pas destinés à ce marché. Donc, le distributeur se trouve avec un produit qui était destiné à un autre marché qui est vendu moins cher. Et la démarche, c'est vraiment le titulaire de droit qui doit la faire. Je sais qu'on essaye de travailler avec les autorités locales sur ce sujet et l'année dernière, on a organisé une action avec l'autorité de la lutte contre la fraude commerciale sur le e-commerce et pour parler de ce sujet, pour sensibiliser. Il y a les titulaires de droit aussi qui travaillent avec les plateformes directement, avec Amazon, avec ce qui est connu ici, Namshi, très très connu, pour travailler aussi de leur côté sur la lutte contre l'importation parallèle qui est un peu, je dirais pas méconnue, mais qui est un véritable problème. C'est surtout pour les produits de consommation quotidienne, des vêtements, du savon, du parfum. Aussi, j'ai eu des cas de parfum. D'accord. Ok, très bien. Mais écoutez, c'est très clair. On a vraiment pas mal de questions. On a une question qui serait peut-être plus pour Maître Lucas. En fait, une personne qui représente une association d'artistes, auteurs et d'artisans d'art et qui aimerait savoir en fait quelle foire ou salon on pourrait leur recommander pour tester des créations qui seraient plutôt autour de la mosaïque, si on devait donner des exemples. Et ce serait vraiment une première approche. Et la question était aussi de savoir si ces personnes-là pouvaient vendre sur place. Tessa, vous ne voulez pas répondre sur les histoires des salons des métiers de l'art? Alors oui, on va se compléter. En fait, sur la partie quel salon, alors là je vais pouvoir prendre un petit peu la main, mais sur la partie sur comment vendre, est-ce que c'est possible de vendre, est-ce qu'il y a des contrats particuliers à mettre en place, je vous laisserai répondre. Donc pour tout ce qui est les foires ici sur place, c'est vrai que les métiers d'art en règle générale, c'est pas, il n'y a pas de foire comme ce qu'on peut avoir nous en France, comme le salon Révélation. En revanche, il va y avoir des foires autour de ce qui va être la décoration. Et l'art contemporain surtout. Donc, on a eu, par exemple, en novembre, et tous les mois de novembre, le Downtown Design. Donc, on va avoir à la fois de l'ameublement ou à la fois de la décoration qui va être proposée. On a eu aussi, il y a quelques semaines, Art Dubaï et World Art Dubaï, qui sont des foires d'art contemporain. On va retrouver aussi du mobilier parfois, de la décoration, des tableaux, voire des arts de la table. Donc, ça peut être des premières approches. Après, il faut savoir que le ticket d'entrée est normalement assez onéreux. C'est pour ça que pour la plupart du temps, pour des questions organisationnelles et logistiques, les entreprises font appel à des organismes de développement à l'export. Ensuite, sur la partie peut-on vendre sur place, je ne sais pas s'il y a des limites. Est-ce qu'il y a certains endroits où on peut vendre et d'autres non? Maître Lucas, peut-être vous avez un... Mais là, en principe, on ne peut pas vendre. On peut pas vendre. Vous ne pouvez pas vendre parce que vous n'avez pas la bonne licence pour ça, vous n'avez pas la bonne structure pour ça, vous n'avez pas encore nommé peut-être un agent ou un distributeur, vous ne pouvez pas vendre. Il peut y avoir des périodes d'échantillonnage ou d'essai, mais ce n'est pas à proprement parler des ventes. C'est pas à proprement parler des ventes. Et là, vous êtes obligé de vous structurer effectivement pour pouvoir véritablement vendre. Donc, c'est vrai que c'est un peu problématique, mais tout ça tient à cette réglementation où chaque activité
doit avoir une autorisation, ce qu'on appelle une licence, trademark, enfin une trade license. Et à partir de là, si vous ne l'avez pas, vous exercez une activité illicite, ce que je ne recommande pas de faire ici, parce qu'après ça, on ne sait pas comment ça part, comment ça va. Parfait. Axel, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, sinon je vais peut-être prendre le relais parce que j'ai l'impression que la connexion n'est pas la plus optimale. Peut-être pour encore 2 dernières questions. Si, Tessa, la connexion, c'est chez toi. Quelle rame. Et je vous entends tous, sauf Axel. D'accord, alors je laisse Axel reprendre la parole. Bon, alors moi, j'ai quelques questions donc, qui sont arrivées. Effectivement, je pense qu'on va avoir peut-être encore le temps pour 2 questions et puis après, on restera effectivement dans l'heure qui était prévue pour le webinaire. On a une question qui revient un petit peu aussi sur la propriété intellectuelle. Si, en fait, un artisan crée une pièce aux Émirats Arabes Unis, de savoir, en fait, s'il est protégé au titre du droit d'auteur, en fait, en France parce qu'il est français ou, en fait, est-ce qu'il tombe sous la juridiction des Émirats? Alors, les Émirats sont membres de la Convention de Berne. La Convention de Berne, dans cette convention, qui est, comment dire, la fondation des droits d'auteur, on reconnaît le droit d'auteur de tous les pays membres de cette convention. C'est le seul droit, je dirais, qui n'est pas… les titres de droit industriel sont territoriaux, c'est-à-dire si je veux une marque en France, je dépose le titre en France. Si je veux une marque aux Émirats, je dépose un titre aux Émirats. Donc, c'est territorial. Les droits d'auteur, avec la Convention de Berne, tous les pays membres de la Convention de Berne reconnaissent le droit d'auteur des autres membres, des artistes ou des créateurs des autres membres. Donc, s'ils créent ici aux Émirats, c'est reconnu en France au titre du droit d'auteur. D'accord. Parfait. En tout cas, c'est bon à savoir. Et donc, du coup, moi, j'avais une dernière question qui était plus en fait à titre personnel. Donc ça, c'est la mienne. Je voulais savoir, on a parmi nos entreprises EPV des groupes voilà, de luxe qui sont présents aussi aux Émirats, bien évidemment. Et je voulais savoir comment eux réagissent par rapport au peu de sanctions en fait qui sont faites par l'État sur la partie contrefaçon. Parce que je sais que voilà, ces groupes-là, c'est quand même une relation qui est privilégiée et très importante, autant pour le pays que pour les groupes. Et du coup, est-ce qu'il ça crée des tensions ou est-ce qu'au contraire, ils comprennent que ça soit pas encore complètement mis en place voilà. Il y a beaucoup de pédagogie. Oui, si, c'est quand même quelque chose qui est très contraignant. Les sanctions sont loin d'être dissuasives. Donc, un contrefacteur ferme un magasin pour en ouvrir un autre le lendemain, en toute impunité, parce que une sanction qui est de moins de 5 000 €, c'est loin d'être dissuasif, vu le gain derrière en vendant des produits de contrefaçon. Il y a beaucoup de pédagogie. Ils organisent beaucoup d'actions de sensibilisation et aussi notre rôle de lobbying avec les autorités locales, avec les associations locales. Il y a une association qui est très active, par exemple, le Gulf Brand Owners Protection Group, qui est l'équivalent un peu de l'UNIFAB en France, qui font vraiment beaucoup de sensibilisation, beaucoup de lobbying. On travaille aussi, on est proche d'autres associations plutôt émiriennes, l'Emirates Intellectual Property Association. Je travaille étroitement avec ma collègue attachée de coopération de justice. On organise des formations pour les magistrats, pour sensibiliser sur les sanctions. Mais le problème n'est pas uniquement au niveau des magistrats, mais aussi au niveau de DID, par exemple, où ils n'utilisent pas vraiment tout ce qui est offert par la loi, tout ce que la loi leur permet de donner en sanction. Ils se limitent souvent à la fourchette basse, et ce qui crée un problème. Donc là, on est juste dans la sensibilisation, dans l'accompagnement et beaucoup de pédagogie. Oui, c'est pénalisant, mais on peut pas faire plus. D'accord, parfait. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout des questions qui étaient posées. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là et à Tessa également. Et voilà, alors je vais peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, clôturer cette 9e session des webinaires Parlons Savoir-faire
en remerciant tous ceux qui ont bien voulu participer avec nous, se connecter et poser vos questions, et bien sûr la présence exceptionnelle de nos 3 experts pour leurs conseils et leurs insights. Donc, merci infiniment. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay juste après et que nos intervenants nous transmettront aussi des documents à vous donner pour vous aider, à vous guider dans ce nouvel écosystème. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci. tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.